Bonjour à tous et merci d'être venus. On va parler argent quand même. On va parler réduction des coûts grâce à la virtualisation et surtout grâce aux nouvelles virtualisations. Je me présente, Sébastien Domergue, je suis un des cofondateurs de Keris Software, donc une start-up de virtualisation, ça tombe bien. Et puis si vous voulez nous rencontrer à la fin du talk, on sera sur le stand 67, pas très loin, comme ça on pourra discuter plus avant. Avant toute chose, plantons un peu le décor. Aujourd'hui, presque 5 millions de personnes en Europe travaillent avec plusieurs PC. Et pourtant, la virtualisation, on entend parler de ça depuis 25 ans, à peu près. Mais c'est la réalité. Et pourquoi ils ont deux PC? Le premier, en général, sert à un usage plutôt général, accès Internet, email, visio. Et un second PC pour des usages plus sensibles, l'administration, la R&D, les données sensibles, les données de santé, du développement, enfin, il y a plein de cas. Et pourquoi ils n'utilisent pas tout le même PC? En général, c'est quand même grâce à la réglementation, ou à cause de la réglementation. C'est aussi des bonnes pratiques. On ne mélange pas les données de santé avec ses emails. Mais aujourd'hui, en Europe, c'est NIS2, DORA, REC, CRA. La liste est longue. C'est pas que en Europe. Et si je regarde NIS2, ça touche 12 domaines, ça touche tout le monde, que ce soit les grandes entités, les petites entités, même la supply chain de ces entités sont impactées. Et les 4,6 millions que j'évoquais tout à l'heure, c'est une étude Beyond Survey qui est datée de NIS 1. Vous imaginez avec NIS 2 à combien on va passer. Et pourquoi on n'utilise pas la virtualisation? Deux raisons principales. La première, c'est la sécurité. On n'a pas confiance dans les solutions de virtualisation pour isoler les données entre l'environnement 1 et l'environnement 2. Et le nombre d'attaques sur VMware, Citrix et consorts montre que c'est un vecteur d'attaque. Deuxième raison, c'est qu'on n'a pas la performance. Et si je prends le cas du poste de travail, puisque c'est de ça que je parle depuis tout à l'heure, l'aspect carte graphique, ça peut paraître anecdotique, mais on l'utilise pour faire des visios, pour accéder à Internet, pour faire du développement, pour faire de l'entraînement d'IA local avant d'aller sur des grosses cartes graphiques dans le data center. Et aujourd'hui, c'est des choses qui sont très peu ou pas du tout virtualisées. Et puis bon, on va pas se mentir, on est sur un salon cyber, les gens qui ont plusieurs PC, c'est difficile à accepter, parce qu'on a deux PC sur le bureau, donc je vais essayer de faire le maximum sur un PC, et puis après je vais passer ma clé USB avec les données sur l'autre, vraiment quand je serai bloqué. Voire des fois je contourne un petit peu. On l'a tous fait, on sait ce que c'est. Mais ça coûte très cher. Je vous avais promis de parler d'argent, on parle d'argent. Selon une étude Gartner, le TCO moyen d'un poste, c'est 5 000 €, qui se découpe entre le hardware et le software, c'est la grosse part verte, environ 1 300 €. L'administration du poste, installation, gestion de l'administration du poste, environ 400 €. Les opérations, donc c'est récupérer le PC, changer une barrette de RAM, sur toute la vie du poste, environ 600 €. Toutes les opérations end-user, assistance au end-user, et tout le temps que perd le end-user avec son poste. Donc c'est évalué à 2550 €. Et enfin, le coût du downtime, environ 150 € par poste. Ok, ça c'est un poste. On en a deux, on fait x2. Là, c'est mathématique. J'ai deux postes physiques, je fais tout x2. Parlons de virtualisation. Si j'ai une solution de virtualisation qui fonctionne sur le poste de travail, où est-ce que j'économise? Premier poste de dépense où j'économise, c'est le hardware. Je vais acheter moins de postes. Alors là, dans le cadre de cette présentation, j'estime que le poste sera un petit peu plus cher à l'achat qu'un poste standard. Je ne divise pas par deux. Le software, les licences software, les licences Microsoft et ainsi de suite, là c'est pas magique. J'ai deux environnements, j'ai toujours deux environnements, donc la licence ça reste. Mais globalement, sur la partie achat, on va économiser 520 €. C'est la petite partie qu'il va falloir suivre au milieu. Bon, en admin, ça va me coûter un peu plus cher parce que j'ai la solution de virtualisation en plus. Donc je perds un petit peu d'économie. Par contre, en opération, là, c'est un gain considérable, puisque là, j'ai pas à traiter deux postes, j'ai pas la manutention, j'ai pas, si je dois changer une barrette de RAM, ça sera une seule fois. J'ai pas de stock d'avance à faire, j'ai moins de renouvellement de parc. Donc là, je vais gagner beaucoup. Et enfin, je vais gagner sur les opérations utilisateurs, parce que mon utilisateur, pour switcher d'un environnement à un autre, si ma solution de virtualisation marche bien, c'est quasi immédiat. Donc j'ai pas besoin d'ouvrir un autre PC, de perdre 5 minutes autant que ça boot. Tout est au même endroit. Et c'est plus acceptable parce que c'est tout sur un même device.
Pensez aussi télétravail, le poids dans le sac à dos, ce genre de choses. Je vous ai parlé de l'aspect économique, parlons aussi de l'aspect écologique, c'est de plus en plus important. Sur une dotation standard pour des gens qui ont 2 postes, on va prendre 2 postes, on va les équiper, peut-être pas tous les 2 avec une webcam, un casque, parce qu'il y en a peut-être qu'un qui va faire de la visio, mais... Si je prends les chiffres de l'ADEME, c'est 950 kg d'équivalent CO2 pour l'ensemble de cette dotation. Avec de la virtualisation, je vais avoir qu'un seul poste, mais je vais quand même conserver un écran externe, je vais conserver un petit peu de dotation périphérique. On va tomber à environ 470 kg d'équivalent CO2 par collaborateur. Pour des gens qui ont des parcs de 500, 1000, 2000 collaborateurs, ça ajoute. Je vous ai beaucoup parlé du poste de travail, parce que c'est là où on a les chiffres les plus parlants. Mais le data center, le chiffre qu'il faut retenir, c'est qu'un data center en dehors des GAFAM, son taux moyen d'usage, c'est entre 10 et 20%. C'est pas Sébastien, c'est pas Kéris qui le dit, c'est des études, c'est Cisco, et d'autres. Donc les chiffres, c'est entre 10 et 20%. Data center privé, mais aussi les clouders. Il n'y a que les GAFAM qui font de la haute densification, globalement. Imaginez, on passe de 15% à 60%. On a encore de la place pour les pics de charge, mais globalement, je mets 3 data centers dans un seul, à service constant. Et c'est là qu'on arrive. Kéris Software, c'est quoi? C'est un éditeur de solutions de virtualisation. C'est un nouvel hyperviseur construit sur ces 2 problématiques. La problématique de sécurité et la problématique de performance. Et ce qu'il en découle, c'est 2 aspects importants. La partie soutenabilité, on va consommer moins de matériel pour le même service. Et la partie utilisabilité, alors là c'est plutôt pour le poste de travail, mais un utilisateur qui est obligé d'utiliser 2 postes de travail et qui a une solution relativement simple, il va mieux l'accepter, il va mieux rentrer dans votre politique de sécurité, et donc tout le monde sera content. Potentiellement, ça peut être des nouveaux cas d'usage. Et justement, quand on parle de virtualisation, et la virtualisation comme nous on l'envisage, c'est pour virtualiser aujourd'hui ce qui ne l'est pas. Et dans le cas des postes de travail, c'est quoi? C'est les gens qui ont leur PC pour le SI visuel, et un autre PC ou un autre environnement pour du développement, pour de l'administration, pour de la R&D, pour de la maintenance, pour des systèmes sensibles. Tout ça, c'est de la multiplication d'environnements. Voire même, et là je pense au secteur banque-assurance, voire même la possibilité d'avoir une machine virtuelle pour un usage personnel et renforcer votre master d'entreprise pour éviter les usages personnels que vous laissez faire parce qu'on a le droit de regarder un webmail en cas d'urgence, ses comptes en banque en cas d'urgence sur son matériel professionnel. Mais là, on pourrait l'isoler. Et dans le data center, c'est la même chose. Dans le data center, vous isolez des pods pour le système d'information usuel, pour la maintenance, pour l'administration, pour monter des systèmes de R&D, pour isoler des données sensibles, même de même sensibilité, mais du client 1 et du client 2. Ça, avec le bon niveau de sécurité, je ne parle même pas de performance, mais avec le bon niveau de sécurité, ça permet de mieux densifier. Je pense beaucoup au Secnum Cloud quand je parle à ça. Aujourd'hui, le Secnum Cloud, surtout pour ceux qui fournissent du IaaS, c'est très compliqué d'être compliant Secnum Cloud et en même temps de densifier. Donc en fait, ce qu'on constate chez ces clouders, c'est qu'ils dédient une baie à un client. C'est très compliqué, c'est peu densifié, c'est un ticket d'entrée qui est très cher, mais c'est la réalité aujourd'hui qu'on constate. L'aspect performance, j'en parlais un petit peu tout à l'heure. Chez Kéris, on a 15% d'overhead sur l'ensemble de la machine, GPU compris, accès disque compris. Et la sécurité est basée sur 3 grands piliers. Bien sûr, le conf-comp. Là, c'est l'assurance que les données de l'environnement 1 n'appartiennent que à l'environnement 1. Le Zero Trust, alors sur la base de ce que vous connaissez dans le Zero Trust Network, on fait la même chose pour les différents composants qui internes à la solution. On applique ces différents composants qui se parlent avec un minimum de trust entre eux. Et enfin, le multilabel, plutôt pour la partie data center, le multilabel security, c'est la capacité à transférer cette politique de sécurité, peu importe le nœud physique sur lequel je m'exécuterai. Gérer finement la sécurité. On parle d'environnement, comment je la gère la sécurité. En fait, ce qu'on ajoute, c'est la notion de domaine de sécurité. Donc, au sein d'un hôte, on va avoir plusieurs domaines de sécurité. C'est de la config. Un domaine de sécurité, il va porter 1, 2, n environnements virtuels. Donc là,
dans mon petit schéma, il y en a 3. Et ce domaine de sécurité, il va porter sa propre politique de sécurité. Et elle sert à quoi chez Keris? Elle sert, sur un poste de travail, à autoriser ou pas les périphériques USB en fonction de leur type. J'ai le droit à la clé USB sur mon SI usuel, j'ai pas le droit à la clé USB sur mon SI d'admin. Elle va permettre d'autoriser ou de bloquer l'accès au réseau extérieur au VM. Parce que je pourrais très bien avoir un environnement de R&D qui ne doit pas accéder à Internet et un SI usuel qui a accès à Internet. Mais je peux aussi forcer le montage du VPN au niveau de l'hyperviseur. Et fini les échappements de VPN avec vos admins locaux, vos développeurs qui désactivent le client VPN dès qu'ils peuvent, quand ils ont besoin d'aller quelque part, parce qu'ils ne l'ont plus dans les VM. Et enfin, toutes ces politiques de sécurité sont dynamiques en fonction de la connexion. Je suis au bureau, j'ai une politique 1, je suis en télétravail, je suis déconnecté, j'ai une politique 2, 3. Ce qui permet d'avoir un éventail de possibilités, c'est configurable, après il faut voir la complexité, mais c'est configurable. Et avec toute la puissance de la machine. Donc ça, comment on fait? C'est parce qu'aujourd'hui, dans les solutions de virtualisation actuelles et historiques, on a ce qu'on appelle la couche d'émulation. Il y a une couche qui va transcoder les informations, les commandes de la VM au matériel. Nous, on l'enlève. On enlève ça pour avoir un data pass minimal. Et on crée des branchements directs entre les environnements virtuels et le matériel. Ça nous permet de gagner en performance, de gagner en sécurité. Et après, on va faire de la gestion en fonction des types de périphériques. Par exemple, le CPU, on va pouvoir faire du split temporel, c'est-à-dire qu'une machine virtuelle pourra avoir accès à l'ensemble des cœurs de la machine, si on en a le besoin, mais par contre, à l'instant T, on assure qu'un thread de un cœur est disponible que sur une seule VM. Et donc, à chaque tick du CPU, on va refaire le calcul. Un peu comme ce que le scheduler Windows fait quand vous avez plusieurs applis, mais nous, on le fait au niveau de la VM. Ce qui permet d'accéder directement à toutes les propriétés de la machine. Et je vais vous le montrer, parce que j'ai fait cette présentation sur un Windows 11, j'ai changé de Windows. C'est un autre Windows qui utilise ma carte graphique. C'est du live. Un mouvement sur le touchpad, je reviens. Pour l'utilisateur, cet écran-là, c'est la seule chose qu'il a à prendre. Les machines virtuelles disponibles en local sur la machine, un bouton pour démarrer, un bouton pour y accéder. Fin de l'histoire. En conclusion, avec la bonne virtualisation, bien sûr, on va économiser en euros, mais on va économiser en capacité de travail, capacité de densification. Pour le poste de travail, en satisfaction des utilisateurs, je l'ai vécu, j'ai eu plusieurs postes, c'était pas par choix. Il y a aussi l'aspect Green IT qui prend de plus en plus de place et il faut qu'on prenne notre part au niveau de l'infrastructure. Il y a des optimisations, il y a plein de choses qui se font sur le cooling du data center, sur les nouveaux matériaux qu'on utilise, mais il faut aussi prendre notre part pour réduire les matériels à la source ou ne pas les acheter, sans pour autant compromettre la sécurité. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Rendez-vous au stand 67 par là-bas si vous voulez voir la démo et qu'on en discute plus avant. Et puis il nous reste quelques minutes pour des questions si vous en avez. Alors, là, si j'allume le... Non, alors c'est actif tout le temps, on ne met pas l'autre en pause, les deux sont actifs. En fait, par contre, les environnements ne vont pas avoir les processus de l'autre. Donc si je... Est-ce que c'est de ce côté? Voilà. Si je regarde par exemple mon moniteur des processus sur l'environnement classique, là, enfin le premier, vous voyez en processeur graphique, il ne se passe pas grand-chose. En fait, il ne voit pas ce qui se passe derrière. Ça ne veut pas dire que les ressources ne sont pas prises. C'est ça. En fait, c'est pour ça que ce que je disais, c'est qu'on fait un peu comme le scheduler Windows ou Linux fait quand il a plusieurs applis en concurrence. En vrai, l'usage, bon là c'est un usage pour la fin de démonstration, hein, mais là l'objectif, c'est il y a peu de cas d'usage où vous allez avoir une machine qui tourne à pleine balle, et l'autre va être inutilisable parce que l'autre consomme vraiment 100%. Après, il y a le système de priorité. En fait, ce qui se passe, c'est que les machines virtuelles ayant des priorités à peu près équivalentes, si l'autre a besoin quand même de tourner un peu, en fait, l'autre va déprioriser un petit peu. Donc,
globalement, elle pourrait monter à 50-50 chacune, mais ça va se faire de manière quasiment automatique. Donc ça est transparente pour l'utilisateur surtout. Mais en fonction du matériel, en fonction... alors là, notamment sur le cas poste de travail, on a peu de cas où c'est un véritable problème. Il y a quelques cas de calcul type inférence d'IA, mais en général, là, on va taper sur de la carte graphique dédiée en plus, parce que là, j'en ai pas dans ce poste-là. Et là, on traite ça de manière... avec la même techno, mais on fait un petit peu... on peut faire des choses un peu différentes. C'est un hyperviseur de type 1, ouais, bare metal. En stockage, il n'y a pas de limite. Et en usage, ça va dépendre de deux facteurs, la RAM et les cartes graphiques disponibles sur le poste. Parce que la RAM, quand la machine virtuelle démarre, si elle a besoin de 8 ou 16, elle prend les 16. Donc voilà. Et les cartes graphiques, elles ont un nombre de slots, et là c'est matériel. Voilà. Et on peut aller jusqu'au maximum des slots disponibles. Donc là sur mon poste, je peux en faire tourner 6. Avec une carte graphique Intel intégrée. Grâce à la carte graphique, la RAM c'est autre chose. Parce que là, 2 Windows à 32 Go, voilà, je peux pas en mettre plus. En tout cas, merci beaucoup de votre temps. Et puis à bientôt, j'espère.